L'écosystème de la connaissance est en évolution, avant il fallait essentiellement aller chercher le savoir dans les livres et chez les mentors qui avaient lu les livres et qui savaient plus de choses. Les universités ont été construites au Moyen-Âge pour ça, pour concentrer les savoirs disponibles et les gens qui connaissaient ces savoirs à des endroits, et pour avoir ces connaissances, il fallait aller dans ces endroits-là. Aujourd'hui, on est dans des structures beaucoup plus distribuées, et même s'il y a beaucoup plus d'universités qu'au Moyen-Âge, ce n'est pas les seuls endroits où on peut apprendre, il y en a un peu partout. Et les liens à tous les âges de la vie avec ce savoir qui prend des formes extrêmement différentes, qui est plus ou moins profond, plus ou moins distribué, c'est un véritable enjeu de pouvoir trouver la bonne information et de pouvoir, quand on sait quelque chose, pouvoir la transmettre à la bonne personne. Si on s'intéresse plus à Planète qu'à Apprenante, c'est le fait que l'apprentissage et les connaissances soient mis au service de la planète, entre guillemets, qui ne veut pas dire grand-chose en soi, mais qui représente un collectif globalisé de 7,5 milliards d'individus et de beaucoup de millions d'autres espèces. Cette planète, elle est soumise à tout un tas de problèmes dus à notre croissance démographique exponentielle et à nos changements de vie, et qui est résumée et présentée dans une matrice très simple par les Nations Unies depuis 2015, qu'on appelle les Objectifs du développement durable, Sustainable Development Goals. On a grosso modo 17 grands défis à relever ensemble, et quand je dis ensemble, c'est parce qu'ils sont tous d'une complexité telle qu'aucune structure, aucune société, aucun petit collectif d'individus peut y apporter une réponse satisfaisante. On a vraiment besoin d'avoir des réponses systémiques et intégrées. Et réponses systémiques et intégrées, ça nécessite que différentes personnes avec différents savoirs se mettent autour du problème et co-construisent une solution qu'ils ne peuvent pas faire s'ils sont seuls. Donc on voit bien que l'intérêt qu'il y aurait à avoir des dispositifs d'éducation et d'apprentissage où dès le plus jeune âge, on apprend à travailler ensemble avec des gens qui ont des approches très différentes. Aujourd'hui, avec le numérique, la capacité à transmettre de l'information, de la bonne et de la mauvaise, une partie des connaissances, d'aller chercher, d'aller stocker une quantité quasiment infinie de connaissances, fait qu'on a le potentiel de pouvoir rendre beaucoup plus apprenants nos dispositifs. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a énormément de gens qui sont exclus des bons réseaux d'information. Il y a des problèmes qu'on connaît tous, d'informations qui peuvent être trafiquées, qui peuvent être ouvertement fausses, à des visées politiques ou autres. Chaque fois qu'on invente une nouvelle manière de communiquer et de transférer de l'information entre cellules ou entre êtres humains, on génère de nouveaux risques de manipulation de l'information. Si ces technologies peuvent présenter un incroyable potentiel, une coopération positive, leurs avantages et risques devront soigneusement être évalués. Nous sommes effectivement aujourd'hui collectivement embarqués, si je peux utiliser ce terme, dans un contexte de bouleversement profond lié à la révolution numérique. Cette révolution numérique, évidemment, pose un certain nombre de priorités en termes de formation de nos enseignants, puisque nous sommes face à des évolutions qui ne datent pas d'hier, certes, mais qui sont fulgurantes. Les désordres de l'information, fake news, manipulation, infotainment, fake science, ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par les technologies de l'information et de la communication. Ce qui pose la question de la médiation, de la formation, de l'éducation. Plus il y a d'informations, je ne porterai pas de jugement sur la valeur de ces informations, ils ont simplement de données qui circulent, plus, me semble-t-il, il y a de personnes différentes qui les émettent et dont le métier n'est pas forcément d'émettre des informations, plus on a besoin de tiers de confiance qui essayent d'établir des vérités transitoires. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je me suis évidemment énormément intéressée à ce sujet, notamment au lendemain des attentats contre Charlie, parce qu'on se souvient tous qu'un certain nombre de thèses complotistes, conspirationnistes ont malheureusement trouvé leur chemin, y compris dans les salles de classe, et qu'un certain nombre d'enfants, d'élèves, étaient complètement dans la confusion par rapport à la réalité, par rapport aux théories du complot, du rétroviseur gris sur une voiture noire et que c'était pas vraiment ceux-là les auteurs, etc. etc. Et donc du coup je me suis énormément intéressée à ce sujet. J'ai pour le coup associé aussi des chercheurs à la réflexion.
Et puis par ailleurs, j'ai été moi-même victime d'un certain nombre de fake news, comme vous dites. Donc du coup, c'est quand même devenu un sujet un peu central de la réflexion. Comment aborder la question de la théorie du complot à l'école. Nous travaillons pour cela avec nos enseignants formateurs, nous travaillons aussi souvent avec des partenaires extérieurs qui sont souvent des partenaires du CLEMI dans le domaine de l'éducation aux médias, des partenaires médiatiques qui ont développé effectivement un certain nombre d'ateliers sur ces sujets-là, puisqu'il est question de ces théories qui profitent à plein des désordres de l'information, de la démultiplication des sources d'information également pour proliférer. Et donc, il y a un vrai besoin de formation dans ce domaine. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, que les gens puissent s'exprimer, que il y a moins de filtres, il y a moins d'institutions qui sont capables de filtrer. Il faut vivre avec. Ça impose du côté des journalistes et du côté des scientifiques et sans doute du côté des enseignants, enfin toutes les personnes dont le métier consiste un petit peu à essayer de poser des repères et de dire à un moment donné ceci est vrai ou ceci est en tout cas plus vrai que cela. Ça nous impose une nouveauté dans le travail qui est de faire ce travail de décodage de la rumeur, de la fausse information. Et voilà. Ce qui était vrai par le passé ne le sera pas moins demain. Nous serions impardonnables de ne pas le comprendre. On travaille beaucoup sur les fausses perceptions. Vous savez que vraiment, on a une étude qui s'appelle Perils of Perception qu'on fait chaque année dans une quarantaine de pays du monde. Et c'est frappant de voir à quel point, sur tous les sujets, les gens ont des certitudes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Comment détecter une bonne information, c'est-à-dire vérifier et répondant aux critères des professionnels de la presse et des médias, d'une fausse information, d'une infox. Et là, c'est effectivement un enjeu qui, de plus en plus, aujourd'hui, concerne des enfants du primaire, concerne des enfants dès l'âge de 7, 8, 9 ans, de façon très concrète. Le vrai sujet, c'est pas tant les fake news en tant que telles, que de manière plus structurante et générale, les faux savoirs en fait, qui sont bien plus graves. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus de mal comme citoyenne avec une information parcellaire, pas vraiment fondée, présentée comme une réalité objective alors que c'est un avis idéologique dans la presse, qu'une fake news sur les réseaux sociaux. L'engouement ou la perméabilité de certains et de certaines aux informations fausses, trompeuses ou manipulées résulte aussi de la fragilisation de la confiance dans les élites intellectuelles, économiques, médiatiques. Mais nous avons les moyens de lutter et de riposter. Les universitaires font partie des élites et des personnes envers qui il peut y avoir une défiance. Alors le premier point, c'est là où on a une force par rapport à d'autres, c'est que nous sommes aussi sur le terrain à faire de l'enseignement. Et l'enseignement lui-même et le transfert des connaissances, le lien que nous avons avec les familles de par le fait que les élèves viennent dans nos établissements, est une façon d'avoir de la proximité et aussi de montrer qu'on a une proximité. Et pourquoi un journal peut être un tiers de confiance que n'est pas un individu qui dans son coin ouvre un blog, envoie des messages sur les réseaux sociaux ou que sais-je? Précisément parce qu'il met en œuvre des formes d'intelligence collective. Grande différence dans le monde entier entre la presse dite de qualité et de la presse qui serait moins de qualité, elle est toute simple, c'est le nombre de personnes qui lisent ou qui relisent ou qui réfléchissent à un article. D'une certaine façon, donc au-delà de l'apprentissage, il est clair que la structuration du débat politique, quelquefois, elle se fait en dehors des débats qui ont cours dans la société, quoi. L'expression de la défiance ne doit pas cacher l'existence d'attentes citoyennes vis-à-vis d'un autre agenda politique, plus axé sur le bien commun qu'on ne pourrait le croire. C'est là que nous avons besoin de l'intelligence collective et de mettre en commun nos expertises, nos regards différents sur le monde, pour qu'ils se complètent de manière fructueuse plutôt que de s'opposer. Sur cette problématique environnementale, sur la question de la santé publique, ça a été un vrai combat ici en Belgique francophone, à Bruxelles en particulier, pour arriver à faire entendre cette question-là. Aller chercher l'expertise, les savoirs auprès des chercheurs, des universitaires, à collecter tous ces enjeux, toutes ces études, notamment une fameuse étude européenne de 2014. Il est aussi de la responsabilité de l'éducation, de la recherche, des médias, d'aller chercher ces personnes qui sont peut-être plus éloignées
d'un raisonnement scientifique ou d'un certain rapport aux vérités scientifiques qui sont certes transitoires mais qui au moment où elles sont posées sont néanmoins des vérités, et d'essayer de les prendre par la main et de leur expliquer les choses le plus dignement et le plus correctement possible. Cette année 2019, la Commission européenne a décidé effectivement d'impulser une semaine européenne de la presse et des médias. En France, nous accueillons cette initiative évidemment avec beaucoup de bonheur parce qu'elle vient conforter en quelque sorte ce dispositif lancé il y a une trentaine d'années. On est à Ixelles, qui est une des 19 communes de la région bruxelloise. Une commune qui compte 85 000 habitants. C'est une commune extrêmement cosmopolite, puisque un habitant sur deux n'est pas belge, ou autrement dit étranger. Ces nouvelles populations, sur ces problématiques-là, notamment la qualité de l'air et de l'environnement, effectivement, étaient beaucoup plus sensibilisées finalement que les locaux ou les Belges, quoi, les belgo-belges. La semaine de la presse est née quasiment simultanément avec la création du Clémy, et c'est un dispositif qui est intéressant parce que d'abord il arrive à un âge de maturité, 30 ans, 30e édition. C'est un dispositif national qui actuellement mobilise près de 3 800 000 élèves, 220 000 enseignants participent. Et le principe au départ, c'est de faire venir la presse et les médias à l'école. Et puis la prise de conscience générale dans la société où était de dire voilà, ras-le-bol, c'est plus possible. Et donc il y a eu des alliances entre au début des groupes citoyens qui ont mené eux-mêmes leurs propres recherches, leurs propres tests. On est allé chercher des tests auprès de différentes universités belges, mais aussi en Angleterre. On a collecté des fonds pour obtenir les résultats de ces tests. On a fait des conférences de presse, on a sorti des papiers d'experts, on s'est allié avec les universitaires qui nous ont backés, qui nous ont aidés. Et puis ensuite sont venues doucement des institutions, des associations qui avaient pignon sur rue. On essaye de travailler avec les différents ministères, autres que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a signé maintenant il y a 2 ans un accord avec le ministère des Armées sur des travaux de recherche, l'implication de nos laboratoires notamment dans le domaine des SHS pour nourrir les réflexions qu'il peut y avoir en termes de stratégie, de géopolitique, et qu'il puisse y avoir des coopérations autour de doctorats dans ces domaines. Et c'est une convention qui vit et qui porte ses fruits avec une expertise qui vient des deux côtés et qui se nourrissent mutuellement. Il faut aussi que nous fassions attention à toute la dimension intégrité. La confiance que la société aura en nous, c'est si nous-mêmes nous sommes irréprochables sur la façon dont sont conduites nos travaux de recherche et qu'on peut montrer, prouver que ça a été conduit de façon totalement irréprochable. Et donc les questions d'intégrité, d'ouverture des données pour pouvoir prouver que les choses sont reproductibles sont des éléments très importants pour que les gens aient confiance dans les résultats qui sont produits par la recherche. En Belgique, le vote est obligatoire à partir du moment où l'on est inscrit sur les listes électorales, ce qui en décourage plus d'un. Un dispositif inventif a été mis en place à Ixelles pour faire de la pédagogie et faciliter les inscriptions de nouveaux électeurs, la Voting Box. Et voilà, et donc pour ça, on a aussi dû mener donc une campagne de terrain, qui se résumait essentiellement en une chose, c'était des voting box, des boîtes à voter finalement. Pourquoi la voting box ? En fait, parce que ce document, donc ici qu'il fallait remplir, eh bien, il faut le plier, il faut le mettre dans une enveloppe et il faut le déposer dans la boîte postale. En France, elles sont jaunes. En Belgique, elles sont rouges. Et donc, on a eu l'idée, on s'est dit, voilà, on va faire en fait des boîtes postales au nom de, non pas la Poste, mais de Bipost, ici en Belgique, avec le logo, avec la boîte postale rouge, et on va se balader dans les rues avec notre grosse boîte, et les gens vont nous voir. Alors, ils vont nous prendre pour des clowns des fois, ou des fois, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec ça ? Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on approchait les gens, et c'est comme ça qu'on a réussi à les sensibiliser avec cet outil-là, finalement. On a démultiplié le nombre de voting box. On a vu que dans notre commune, mais aussi à l'échelle de la région bruxelloise, on a eu une augmentation en fait, de 6 points du nombre d'inscrits. On est passé de 12% d'inscrits en 2012, donc d'inscrits non belges, à 18% d'inscrits non belges en 2018. C'est environ 50 000 personnes en plus. Et dans les résultats, en fait, des élections du 14 octobre,
les analyses nous permettent de dire que cette entrée, cette montée de 50 000 nouvelles personnes à l'échelle de la région, ici à Ixelles, c'est environ 2500 personnes, 2500 votants sur 42 000. En fait, cette montée de nouveaux électeurs a eu un effet direct sur les résultats des élections. Et donc là, je peux vous, effectivement, essayer de comprendre le vote et surtout les résultats de ces élections. On s'est rendu compte en fait, qu'on a eu une vague verte, comme on l'a appelé. Il est, dans tout ce qu'on a pu expérimenter et vivre ici à Bruxelles, à Ixelles, il m'apparaît très clair maintenant, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure-là, que l'expertise, en fait, l'expertise de terrain, elle structure véritablement l'arrivée sur l'agenda de nouveaux enjeux, en particulier des enjeux sanitaires et environnementaux liés à la qualité de vie. Et il est pour moi crucial, vraiment, que le personnel politique, mais aussi l'administration, écoute en fait, écoute, capte, stimule, accueille cette expertise-là, accueille ces dynamiques citoyennes. Il ne serait pas impossible qu'au moins une partie du monde qui vient soit déjà là, mais inégalement distribuée, que des pépites existent dans les imaginaires et dans les projets, mais qu'elles soient encore peu connues, qu'il faille savoir les recombiner, les adapter à de nouveaux environnements. Retournons aux plus jeunes. Il faut aussi leur faire confiance, croire en leur engagement et leur intelligence collective, mais nous devons également leur transmettre certains leviers pour que ce soit plus efficace. Un établissement apprenant, c'est un établissement dans lequel il y a une équipe école qui développe la confiance et dans lequel il y a des guides ou des mentors. Une équipe école, ça veut dire que pour que les enfants apprennent, il faut que les enseignants soient aussi en apprentissage constant, puisqu'il faut modifier, faire évoluer le système d'enseignement en fonction de la communauté, en fonction des besoins de développement. Il faut aussi que les parents soient en apprentissage, parce que souvent, les parents viennent déposer leurs enfants à l'école et ne comprennent pas trop ce que nous faisons, surtout quand il s'agit d'innover. Alors eux, en général, ils se disent, mais pourquoi ces innovations? Parce que eux, quand ils étaient à l'école, ils n'apprenaient pas comme ça. Il serait intéressant d'inventer une forme de science citoyenne des futurs possibles, en invitant, en particulier les nouvelles générations, à faire ce type d'exercice, afin de les aider à penser de nouvelles utopies, dans lesquelles, comme Thomas More avant eux, on invente d'autres formes d'organisation, pour nous aider à penser demain collectivement. Je vais prendre un exemple, quand on fait des ateliers Snapchat avec des élèves pour apprendre aux élèves effectivement à détecter l'information, où se trouve l'information dans Snapchat, l'information médiatique, porteuse effectivement d'informations factuelles. C'est quelque chose de tout à fait passionnant. On se rend compte qu'il n'y a pas de désintérêt, par exemple, de l'information de la part des jeunes générations. Les jeunes, ils ont quand même toujours une espèce de temps d'avance sur nous et c'est comme si, finalement, quelque part conscients du fait qu'il y avait là un manque, ils ont remplacé la figure du représentant démocratique de leur force par la figure de l'incarnation un peu genre Greta Thunberg, enfin voilà, l'incarnation un peu exceptionnelle, extraordinaire, tout ça. Sauf qu'une incarnation aussi extraordinaire soit-elle, ne fera pas forcément une bonne représentante de l'option que vous voulez défendre et poursuivre sur du long terme si vous voulez que ce soit efficace. Moi, je suis à la fois, comme vous, un peu enthousiaste et en même temps, je constate que la démocratie, l'exercice démocratique a perdu du terrain. Et en fait, ce que ça veut dire, ça, vous savez, c'est que l'éducation populaire a perdu du terrain. Parce qu'en fait, comment on apprend l'exercice démocratique? On ne l'apprend pas en regardant la télé ou en... On l'apprend à peine en ayant des cours d'instruction civique, comme on appelait ça dans le passé. On l'apprend de façon extrêmement concrète à l'échelle d'un quartier, d'un territoire,
contraint, petit, dans lequel on va décider de s'investir dans un centre social, dans une MJC ou dans je ne sais quelle association, et puis on va faire tout le parcours. Au début on est simple bénévole, puis finalement on entre au conseil d'administration, puis on comprend qu'on peut peser sur les décisions, et puis il y a des gens qui votent pour vous, etc. C'est comme ça que ça prend l'exercice démocratique, mais en fait il faut les avoir, ces structures, pour s'y exercer. Et quand on a connu en fait une réduction des moyens drastique à travers les années pour ce tissu d'éducation populaire, voilà, c'est tout ce maillage-là qui n'existe plus. J'entendais récemment l'historien Patrick Boucheron dire « à élever notre niveau de jeu collectif ». Et je crois que c'est ça l'enjeu. Une planète apprenante, c'est une planète qui, à tous les âges de la vie, ferait des propositions assez convaincantes pour aller chercher celles et ceux qui sont le plus loin. Et d'essayer de les ramener, de les amener vers les savoirs, vers la culture, vers des apprentissages. Pour moi, une planète apprenante, en fait, c'est la capacité pour les différents acteurs de la société, le citoyen, les associations, les comités de quartier, le personnel politique, l'administration, les médias, la capacité d'organiser les flux d'informations, la capacité à quelquefois à les organiser, à les classifier, à les rendre aussi raisonnables, éviter la fake news, éviter les fausses informations, à vérifier, à solidifier ce savoir. C'est essentiellement ça pour moi, cette planète apprenante. Une planète apprenante, ça supposerait que l'ensemble de la population ait réellement accès à une forme ou une autre d'éducation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en fait, moi, ce qui m'inquiète, à vrai dire, c'est que précisément le but vers lequel on tend, qui est en effet une société de la connaissance, va rendre encore plus aride et insupportable les inégalités au sein de cette société de la connaissance. Dans certaines parties du monde, c'est des filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Dans d'autres parties du monde, c'est des écoles à 2 vitesses. C'est le développement à vitesse exponentielle de l'enseignement privé, de la privatisation de l'enseignement. Et donc, dans les faits, là encore, d'une forme de ségrégation sociale entre les individus en termes de connaissances. C'est toutes les questions autour de la sélection dans l'enseignement supérieur. Il en est question y compris dans notre pays aujourd'hui. Donc la première chose, c'est qu'une planète apprenante, ça devrait être quelque chose d'extrêmement positif et derrière lequel chacun d'entre nous aurait envie de se ranger. Moi, j'attire l'attention sur le fait que c'est d'abord et avant tout un défi et qu'il faut bien mesurer ce que signifiera dans une telle planète apprenante, une telle société de la connaissance, que de ne pas savoir précisément. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de tentations de repli, et je crois que la société apprenante, c'est tout l'inverse. Pour moi, une planète apprenante, ce serait une planète dans laquelle on ne dresse aucune barrière devant le désir d'apprendre des gens. Je fais exprès que je voulais éviter de